Ok, je vais commencer par un exercice. Donc, c'est les 3 premières lignes. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait tomber les pommes des arbres? Donc, il y a 3 questions. Qu'est-ce qui fait tourner les planètes autour du Soleil? Et qu'est-ce qui assure la cohésion des étoiles? Et donc, il y a une seule réponse à ces 3 questions. La gravité. Bravo. Donc, deuxième exercice, c'est qu'est-ce que le courant électrique? Que sont les rayons cathodiques? C'est un peu plus difficile. Et qu'est-ce qui tourne autour des noyaux des atomes? Des électrons. Donc, dans ces 2 exemples... Quoi? Oui, c'est ça, c'est question pour un champion. Dans ces 2 exemples, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 questions qui, historiquement, étaient perçues comme des questions différentes. En particulier, l'idée que ça soit la même chose qui fasse tomber les pommes des arbres et qui fasse tourner les planètes autour du Soleil, avant Newton, était quelque chose de tout à fait inconcevable, puisque l'astronomie et la physique étaient des sciences tout à fait différentes. Il y avait l'astronomie s'intéressait à ce qui était au-delà de la Lune, la physique à ce qui était en deçà de la Lune, et donc l'idée qu'il puisse y avoir une même chose, une même réponse à ces 2 questions était tout à fait inconcevable. Et pourtant, le concept de gravité a unifié, a structuré la physique de la même manière que, quelques temps plus tard, le concept d'électron a permis de répondre à ces questions qui paraissaient a priori différentes, et même non reliées. Alors, la question du courant électrique est intéressante, puisqu'on peut dire que ça fait longtemps qu'on connaît le phénomène de l'électricité, au moins sous sa forme électrostatique. Et pour autant, ce n'est pas en étudiant les phénomènes électriques qu'on a découvert que le courant électrique était un mouvement des électrons, ou que les charges électriques étaient portées par des électrons en général. Mais c'est en étudiant les rayons cathodiques que Thomson a découvert les électrons. Et donc, c'est en découvrant les électrons dans un domaine qui n'était pas relié à l'électricité qu'on a pu faire des progrès en électricité. On a trouvé la réponse ailleurs, comme réponse à une autre question. Et donc ça, c'est souvent le cas quand il y a un concept structurant qui arrive en science, qui restructure une partie de la connaissance. Eh bien, la porte par laquelle il arrive, parfois, peut être assez anecdotique. C'est-à-dire, ici, les rayons cathodiques, on a l'impression que c'est un truc un peu anecdotique comparé à l'électricité ou à la structure des atomes, mais c'est pourtant par cette petite porte que le concept d'électron est arrivé. Et donc, ce que je vais essayer de vous dire dans cette heure, c'est qu'il y a de nombreuses questions, plus que 3 même, à laquelle la réponse est un algorithme. Et ce sont des questions auxquelles on avait trouvé avant de mauvaises réponses, enfin d'autres réponses. Et c'est seulement depuis peu, depuis qu'on connaît le concept d'algorithme, qu'on est capable de donner de meilleures réponses. Alors vous voyez quelque chose de faux dans ce que je dis. Je dis que ça fait peu de temps qu'on connaît le concept d'algorithme, donc c'est complètement faux, c'est un très vieux concept. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mon pointeur. Parce que Ah oui, merci. Et donc, je discuterai à la fin de l'exposé de la raison pour laquelle, alors qu'on connaît le concept d'algorithme depuis 1000 ans ou 5000 ans ou 7000 ans, enfin un peu comme vous voulez, c'est seulement dans un passé récent qu'on a commencé à donner la réponse, un algorithme, à tout un tas de questions qui n'étaient pas reliées jusqu'alors. Bien, alors je vais commencer par un petit problème, par une question particulière, et c'est un petit problème d'aéronautique. Et donc avant le problème d'aéronautique, j'ai un autre exercice pour vous. Vous avez ici une masselotte qui est accrochée à un ressort de raideur K. Et si vous tirez sur la masselotte, ou si vous vers le haut ou vers le bas, elle va se mettre à osciller. Et la question qu'on pose, c'est quelle est la fréquence des oscillations? Et je vous pose la question, non pas en essayant de vous mettre dans la peau d'un expérimentateur avant Newton qui, à travers la masselotte oscillant au bout d'un ressort, chercherait à comprendre les lois de la gravitation, les lois du ressort, les lois de la mécanique,
Mais je vous la pose à supposer que vous connaissez déjà les lois de la mécanique, et donc vous n'avez pas besoin pour répondre à cette question, de faire une expérience, etc. Mais la réponse à cette question peut être trouvée par une méthode complètement déductive, à partir de principes de la physique qui, maintenant, sont supposés établis. Après, qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas est une autre question, mais on va supposer que les lois de la physique de la mécanique sont connues, et on cherche à répondre à cette question. Alors, il y a une première méthode qui consiste juste à regarder le système, et puis à bien l'observer, je sais pas, de dessus, de dessous, etc. Bon, et puis, peut-être, à un moment, la question de la réponse à la question de la fréquence des oscillations va vous apparaître. Bon, mais ça ne marche pas. Donc, il y a une autre méthode qu'on m'a apprise à l'école, c'est qu'il faut mettre le problème en équation. Donc, voilà l'équation du problème. Une fois que vous avez cette équation, bien, vous pouvez la résoudre et vous obtenez que la fréquence, eh bien, c'est ce nombre-là. Ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est que, a priori, vous avez un problème qui n'est pas une équation, c'est un problème de mécanique qui se décrit avec une masselotte, un ressort, etc. Mais il y a une étape pour répondre à la question, qui est de mathématiser le problème, qui est de formaliser le problème, qui est de modéliser le problème, enfin on peut utiliser le mot qu'on veut, et c'est une fois qu'on a réussi à modéliser le problème qu'on est capable de répondre à la question. Alors voilà, un autre problème. Donc je vous avais pris un problème d'aéronautique, donc voilà un problème. Vous avez des règles qui régissent le fonctionnement d'un aéroport. Alors, il y a la règle R1 et la règle R2. Donc, la règle R1, c'est qu'un avion qui est sur la piste peut la quitter en direction d'un garage. Il peut rouler vers le garage. Donc, si vous avez un avion sur la piste, il peut rouler et aller au garage. Et vous avez une règle... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un aéroport où les avions ne font que atterrir. Et la règle R2, c'est qu'un avion peut atterrir sur la piste si la piste est libre. Donc, s'il y a déjà un avion sur la piste, un nouvel avion ne peut pas atterrir. Et donc ça, c'est une règle réelle. Quand il y a un avion sur la piste, il n'est pas possible qu'un deuxième avion atterrisse. Et en revanche, s'il n'y a pas d'avion sur la piste et qu'il y a un avion qui va atterrir, il peut atterrir. Et on va se faire une hypothèse qui est un peu exagérée, mais c'est notre hypothèse, c'est que deux avions n'atterrissent jamais exactement au même moment. C'est-à-dire forcément, si vous avez deux avions, il y en a un qui atterrit avant l'autre. Donc celui qui a atterri, il occupe la piste, et puis le deuxième ne peut pas atterrir. Il n'est pas possible que les deux avions voient la piste vide et atterrissent tous les deux en même temps. Bien, et donc la question, c'est combien est-ce qu'il peut y avoir d'avions simultanément sur la piste? 0 ou 1, d'accord. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la méthode pour résoudre ce problème. Donc vous vous souvenez, la masselotte, on va utiliser la même méthode. Donc on va d'abord mettre le problème en équation, on va résoudre l'équation, et la solution de l'équation, ça sera le nombre maximal d'avions qu'il y a sur la piste. Mais là, on a un peu de mal à trouver l'équation. Donc, la méthode qui avait marché pour la masselotte, elle semble ne pas marcher pour ce problème. Alors, cependant, le problème se laisse mathématiser, mais il ne se laisse pas mathématiser par une équation, il se laisse mathématiser par un automate. Donc, vous vous souvenez qu'il y avait deux règles. Il y en avait une qui disait, en gros, s'il y a n plus 1 avions sur la piste, on peut passer à un état où il y a n avions sur la piste, et ça, c'est l'avion qui quitte la piste pour aller au garage, qui roule vers le garage. Et donc ça se traduit par un automate où on a 0 avion ici, on a des différents états, il y a un nombre infini d'états, il y a 0 avion, 1 avion, 2 avions, 3 avions. Et la première règle, elle se traduit par un ensemble de transitions qui permettent d'aller de 3 avions à 2 avions, de 2 avions à 1 avion, de 1 avion à 0 avion. Et puis il y a une deuxième règle qui dit qu'il est possible qu'un avion atterrisse sur la piste, c'est-à-dire qu'on passe de n avions à n plus 1 avion, mais seulement dans le cas où n est égal à 0, il faut que la piste soit libre. Et donc ici, on a une transition de l'état 0 avion vers l'état 1 avion, mais on n'a pas de transition de l'état 1 avion vers 2 avions, etc., puisqu'il n'y a pas d'autres possibilités pour un avion d'atterrir. Et on s'aperçoit ici que tous les états de l'automate sont accessibles. Donc en fait, ici la réponse c'était combien peut-il y avoir d'avions simultanément sur la piste? La bonne réponse c'était un nombre quelconque, parce qu'il peut
avoir plu à Dieu de créer cette piste avec 1000 avions le premier jour. Et aucune de ces règles n'a été mise en défaut. Où il peut avoir plu à l'ingénieur qui a conçu la piste d'avoir construit la piste avec 1000 avions. Et à partir de là, il peut y en avoir 999, 998, jusqu'à 0. Donc, il manquait une hypothèse ici, c'est qu'au départ, le jour où on a construit la piste, eh bien, il y avait 0 avion dessus. Et alors, si maintenant, il y a 0 avion dessus, le problème de l'accessibilité dans l'automate se pose différemment. On ne se pose plus la question de savoir si, de manière abstraite, il y a un état est accessible de manière absolue, mais la question, c'est savoir quels sont les états accessibles depuis l'état 0 avion. Et dans ce cas-là, la réponse que vous aviez donnée était bonne. Depuis 0 avion, vous pouvez aller à 1 avion. Depuis 1 avion, vous pouvez aller à 0 avion. Depuis 0 avion, vous pouvez aller à 1 avion. Depuis 1 avion, vous pouvez aller à 0 avion. Mais il n'y a pas de chemin qui va de 0 avion à 2 avions. Donc, il n'est pas possible, avec ces règles, qu'il y ait 2 avions sur la piste. Et donc, c'est une démonstration mathématique tout à fait rigoureuse, qui est le traitement de la question de sciences industrielles qui était au départ est le même que celui de la masselotte. On a pris le problème, on l'a mathématisé, on a résolu le problème mathématique et on a la réponse au problème initial. Alors vous allez dire, peut-être il n'était pas nécessaire, autant ici, trouver cette fréquence sans poser cette équation, ça paraît miraculeux, on ne sait pas comment on pourrait faire autrement qu'en posant cette équation. Mais ici, vous pourriez dire, bon, peut-être la modélisation, la mathématisation du problème était un peu excessive ici, puisque en voyant ces 2 règles, vraisemblablement sans construire d'automate dans votre tête ou quoi, vous étiez arrivé à la bonne réponse. Même si vous aviez oublié une hypothèse, mais ça, c'est pas grave. Alors, cependant, ça, c'est lié au fait que ce problème n'a qu'une vertu pédagogique. Ce n'est pas un vrai problème d'aéronautique, mais il y a des problèmes d'aéronautique tout à fait similaires. Et ça, c'est un problème sur lequel j'ai travaillé avec ces 2 personnes. Donc ça, c'est un petit aéroport. C'est un aéroport sans tour de contrôle. C'est un aéroport autogéré, si vous voulez. Il n'y a pas de tour de contrôle et c'est un aéroport sans personnel. C'est un aéroport qui est trop petit pour que les autorités aériennes payent quelqu'un pour être dans l'aéroport. Donc ce n'est pas Roissy, ce n'est pas Atlanta, c'est un tout petit aéroport qui est au milieu du désert, au milieu de la campagne. Mais en fait, la plupart des aéroports sont comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas d'école. C'est vraiment, beaucoup d'aéroports sont des tout petits aéroports où atterrissent une dizaine d'avions par jour et il n'y a pas du tout de personnel, ça serait trop cher. Et donc il y a un certain nombre de zones dans l'espace aérien. Un avion peut être d'abord ici, par exemple, à droite en attente à 3000 pieds, et puis il y a une autre zone où il est en attente à 2000 pieds, et il y a une transition pour l'avion qui consiste d'aller de la zone d'attente à 3000 pieds à la zone d'attente à 2000 pieds. Et puis ensuite, une fois qu'il est dans cette zone d'attente, il entre dans cette zone-là qui s'appelle la base. Bon, puis il y a la même chose de l'autre côté, ici, avec une autre base. Puis ici, c'est un point un peu compliqué où les avions qui viennent d'une base et de l'autre doivent s'intercaler pour entrer dans la zone d'approche finale. Et enfin, là, il y a la piste d'atterrissage. Donc vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 états possibles pour un avion et des transitions pour un avion donné entre une zone et l'autre. Il ne peut pas aller directement de là à là, il faut qu'il passe par là, etc. Il y a d'autres possibilités que celles que je vous ai décrites. Il y en a par exemple où l'avion entre directement par la base, ce qu'on appelle horizontalement, c'est-à-dire au lieu d'arriver au-dessus de l'aéroport, l'avion arrive par le côté de l'aéroport. Et s'il a une altitude déjà inférieure à 2000 pieds, il entre déjà dans la base avant de passer par là. Donc bon, c'est pas très grave, ça fait juste plus de transition. Et il y a un phénomène que j'ignorais, c'était que, enfin avant de travailler sur ce problème, c'est que quand l'avion se présente face à la piste, très souvent, il n'est pas exactement en face de la piste. Et donc le pilote peut prendre la décision de ne pas atterrir. Et donc dans ce cas-là, il se trouve dans un nouvel état qui s'appelle en récupération. Et il faut qu'il retourne ici, parfois qu'il revienne à 3000 pieds, parfois qu'il entre directement dans la base. Enfin, il y a des règles qui conditionnent ça. Moi, je croyais que c'était une probabilité 10 puissance moins 6 que l'avion ne se présente pas en face de la piste et décide de faire un tour. En fait, c'est 10 puissance moins 2. Donc, c'est un cas qu'il faut traiter. On ne peut pas juste dire, bon, c'est pas de chance, on laisse l'avion s'écraser dans ce cas-là. C'est 1% des cas où le pilote a besoin de faire encore un petit tour. Donc souvent, si vous êtes dans l'avion, on vous dit, la tour de contrôle a dit, il faut faire un petit tour, etc. C'est pas du tout, c'est que le pilote a mal visé la piste et il refait un tour.
Voilà, donc il y avait un certain nombre de questions sur ce protocole qui étaient oui, pardon, oui, non, ça c'est un exemple de règle. Ce protocole, il est décrit par un texte en anglais qui fait 50 pages. Et là-dedans, on peut lire que, par exemple, un appareil peut entrer verticalement dans la zone d'attente à 3000 pieds à droite, s'il n'y a pas d'appareil en attente à droite à 3000 pieds, s'il n'y a pas d'appareil qui est en récupération à droite, et s'il y a au plus un appareil dans une zone droite ou avec un point de repli à droite. Donc, je ne vous ai pas tout dit, chaque avion connaît son point de repli, c'est-à-dire il sait que s'il arrive en face de la piste et qu'il loupe l'atterrissage, il sait s'il faut partir à gauche ou à droite, ça s'appelle le point de repli. Et chaque avion a un numéro, enfin, chaque avion connaît le numéro. Chaque avion connaît un autre avion qu'il est censé suivre. Et donc, il pourra atterrir seulement si l'avion qu'il suit a déjà atterri. Donc, il y a un ordre total sur les avions. Et quand il y en a plusieurs, il faut qu'ils atterrissent dans un certain ordre. Donc, voilà, vous avez un texte en anglais ici, avec des règles comme ça, et ça dure 50 pages. Et à la fin, vous vous posez la question, est-ce que tous les avions peuvent atterrir? Ou quel est le flux maximum d'avions? Combien il peut y avoir au maximum d'avions qui sont dans le protocole? Et alors, on a formalisé ce problème sous la forme d'un automate. Et le nombre d'états était infini, exactement comme ici. C'est-à-dire, a priori, on n'avait aucune idée sur le nombre d'avions qui étaient dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3, dans la zone 4. Donc, le nombre d'états était infini. Mais on a pu énumérer les états accessibles. Et il n'y en avait pas 2, comme ici. Il y en avait 2000. Alors, 2000, ça peut vous paraître gros, mais en fait, c'est minuscule. Nos collègues qui font des automates sont capables de traiter des automates avec 10 puissance 13 états. Donc 2000, c'était vraiment un petit exercice de programmation sur les graphes. On n'a pas utilisé d'outils de manipulation, d'automates et tout. On a tout fait en Java. C'était quelques lignes de code. Bien, donc on a été capable d'énumérer tous les états. Et on s'est aperçu qu'il y avait un état qui n'avait pas de successeur. Et dans lequel il y avait des avions qui n'étaient pas tous au sol. Donc, c'est ce qu'on appelle un deadlock, c'est-à-dire il y avait 2 avions qui se trouvaient. Donc, on a d'abord observé l'état. Et dans l'état, il y avait un avion ici qui était en attente à 2000 pieds et un avion qui était en attente à 3000 pieds. Mais pour une certaine raison qu'on n'avait pas comprise à l'époque, cet avion était prioritaire sur celui-là. Donc, celui-là ne pouvait entrer dans la base que quand celui-là avait atterri. Mais celui-là, pour atterrir, il fallait qu'il descende à 2000 pieds. Et il ne pouvait le faire que quand celui-là avait quitté la base. Donc les 2 avions étaient en train de tourner, l'un à 3000 pieds, l'autre à 2000 pieds, jusqu'à ce que la finitude du carburant résolve le problème pour eux. Donc on a cherché un scénario qui permettait d'arriver à cet état. Donc on a cherché un chemin avec des transitions qui, depuis l'état initial où il y avait 0 avion, amenait à cette situation. Et donc c'était un scénario relativement rare, qui était celui où il y avait un avion qui qui ne se présentait pas en face de la piste, qui du coup partait en récupération, et puis le temps qu'il arrive en récupération, il y en avait un autre qui entrait à 2000 pieds ou à 3000 pieds, je ne sais plus, et puis il fallait que celui-là, de nouveau, il loupe son approche. Et à ce moment-là, il se trouvait dans l'état où on était. Enfin, le scénario était un peu compliqué. En particulier, il impliquait que le pilote, deux fois de suite, loupe son approche. Donc si vous vous dites qu'il loupe son approche à une probabilité 10-6, bon, c'est un événement 10-12 et que les avions s'écrasent avec une probabilité 10-12, c'est tout à fait acceptable. Enfin non, je veux dire, on ne sait pas mieux faire. En revanche, rappelez-vous que c'était quand même 10-2, donc là, la probabilité était 10-4, et 10-4, ce n'est pas un risque qu'on peut prendre. Donc, on était fous de joie, on est allé voir les collègues qui avaient conçu ce protocole, qui nous avaient posé cette question, et on leur a montré le scénario, et ils nous ont répondu, c'est dingue l'intuition que vous avez des systèmes aéronautiques. On a dit, non mais on ne sait pas du tout, on ne comprend rien à ce qu'on raconte, on sait juste parcourir les nœuds d'un graphe et voir si chacun a un successeur. Et après, ils nous ont dit, mais combien d'heures de simulation vous avez faites? Alors, au début, on leur a dit, on n'a pas fait de simulation. Et, souvent, ce qu'ils font quand ils ont des protocoles comme ça, ils les implémentent, donc ils les modélisent, mais après, ils font tourner ça en simulant des milliards d'heures de vol. Et s'il n'y a pas de bug pendant des milliards d'heures de vol, ils en concluent que le protocole est correct pour au moins 1 milliard d'heures.
Et donc on leur a dit, mais on n'a pas du tout fait de simulation, on a juste énuméré les états d'un graphe, etc., d'un automate. Et finalement, on leur a donné la vraie réponse, c'est qu'on avait fait une simulation d'une infinité d'heures de simulation, puisqu'on avait énuméré tous les cas. Donc tout ce qui pouvait se produire dans une simulation, on l'avait trouvé. Mais c'était un vrai dialogue de sourds, parce que les personnes qu'on avait en face de nous n'avaient pas fait ISN, donc elles n'avaient pas compris, c'était une autre époque, quand elles avaient fait leurs études, et elles ne savaient pas ce qu'était un automate, elles ne comprenaient pas ce qu'était un état accessible, etc. On s'est retrouvé un peu dans la même situation, si vous voulez expliquer ça à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est une équation différentielle. C'est vachement compliqué. Ils peuvent vous dire, mais quel microscope, quel télescope vous avez utilisé pour observer la fréquence des oscillations? Vous dites non, on a juste utilisé l'équation différentielle, c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Et donc là, c'est d'ailleurs un des moments où j'ai compris qu'on ne pouvait pas continuer à avoir des ingénieurs qui connaissaient tout à l'aéronautique, mais ne savaient pas ce qu'était un automate. Alors, un autre phénomène intéressant, voilà, donc ça c'était, vous vous souvenez la règle 6, là, voilà, elle se traduit par ce petit bout de camel, là, c'était, oui, c'est vraiment pas des programmes compliqués. Et il y a l'ensemble des règles fait 2 pages de code. Ça dépend bien sûr de la taille des caractères, mais en gros, l'ordre de grandeur, c'est 2 pages, je ne sais pas, quelques centaines de lignes de code. Et on s'est aperçu que ce document de 2 pages était plus précis que le document de 50 pages en anglais. Donc comment on s'est aperçu de ça? C'était que nous, on avait le document de 50 pages en anglais, on essayait de le comprendre, on ne comprenait rien. Mais on avait les copains sous la main. Donc à chaque fois qu'on ne comprenait pas, on allait les voir, on leur disait qu'est-ce qui se passe dans cette situation, on n'a pas compris les règles, etc. Ils disaient, ah, mais c'est très clair dans les règles, il faut faire ci, il faut faire ça, donc on repartait. Mais au bout d'un moment, on avait changé un peu de stratégie. Quand on avait une question, on partait par 2 couloirs différents, on en chopait 2, on leur posait la même question, et on revenait avec 2 réponses. Donc en fait, ils découvraient leur protocole en même temps que nous. Et c'est normal parce qu'ils utilisaient le mauvais outil pour le modéliser, qui est l'anglais. C'est beaucoup plus simple, enfin c'est beaucoup plus précis en tout cas de le modéliser par des règles. Ici, vous savez exactement si vous testez x égale 0 ou non. Et donc ce type Et donc un collègue m'avait fait la remarque, c'est pour ça qu'on a besoin d'informaticiens, c'est pour traduire des documents de 50 pages en anglais en un système complètement défini, qui est en général plus succinct. Et pour ça, il faut utiliser un bon langage, quoi. Bien, tout ça pour arriver à cette question, qu'est-ce qu'un aéroport? Et donc vous avez compris que la réponse, c'est un algorithme. Bien. La question suivante, c'est une cellule. Donc moi aussi, je m'intéresse à la médecine, mais à un niveau beaucoup plus élémentaire. Et donc la question, c'est est-ce qu'une cellule est une masselotte au bout d'un ressort? Donc une masselotte au bout d'un ressort, ça veut dire un objet qui se laisse mettre en équation. Et a priori, on a envie de répondre oui, parce que l'histoire des sciences nous a habitués à ça. Donc au XVIIe siècle, on a plus ou moins inventé la mécanique avec Newton. Je vais laisser de côté Galilée. Alors je vais faire commencer la mécanique avec Newton, non pas que j'aime pas Galilée, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est le moment où on a formalisé la mécanique, et donc c'est plus Newton que Galilée qui est intéressant ici. Même si Galilée est celui qui avait dit il faudrait le faire en langage mathématique. Galilée, en fait, a très peu mathématisé la physique, mais il a eu l'intuition qu'on pouvait le faire. Donc, en revanche, c'est plutôt un siècle plus tard que ça s'est formalisé. Et donc, on s'est aperçu que la mécanique se formalisait très bien avec des équations différentielles, et même des équations différentielles, la plupart du temps, linéaires du 2e ordre. Ensuite, on a voulu formaliser l'électromagnétisme. Donc ça, c'est Maxwell, donc c'est 2 siècles plus tard, un siècle et demi plus tard, et on s'est aperçu que l'électromagnétisme laissait formaliser avec des équations différentielles linéaires du 2e ordre. Donc c'est quand même incroyable que ça soit non seulement des équations différentielles qui marchaient dans les 2 cas, mais quasiment le même type d'équations différentielles. Et puis, à l'époque, disons, de Walras, on s'est aperçu que de même, si vous voulez formaliser la microéconomie, eh bien, vous avez besoin d'équations différentielles, qui ici ne sont pas forcément du 2e ordre, mais c'est le même langage qui a permis ensuite de modéliser. Alors, vous savez, l'inflation, c'est la dérivée de la valeur du prix. Bon, vous voyez, donc c'est vraiment les mêmes notions de dérivée qui ont permis de formaliser l'économie. Bon, et donc, on a l'impression, après
ça, c'est quand même 2 siècles de science où, à chaque fois qu'il y avait un phénomène à formaliser, à mathématiser, à modéliser, eh bien, les équations différentielles marchaient extrêmement bien. Et donc, on peut généraliser et se dire que la biologie va se formaliser avec des équations différentielles linéaires du 2e ordre. Et donc, une cellule, eh bien, on va arriver à mettre la cellule en équation, exactement comme on met la maslotte en équation, avec une équation comme ça. Mais ce n'est pas si facile à faire. Et si vous prenez par exemple le lien entre un brin d'ARN messager qui code pour une protéine, c'est-à-dire qui contient de l'information qui permet de fabriquer une protéine, et la protéine elle-même, le lien est aussi exact que celui qu'il y a en physique entre la force et la position. On n'est pas dans un monde flou, les choses peuvent valoir un truc ou un autre, on ne sait pas très bien, etc. On est dans un monde qui est complètement rigoureux. Mais décrire le lien entre l'ARN et la protéine par une équation différentielle, on n'y arrive pas. Alors, en revanche, on arrive très bien à le faire par un algorithme. Et l'algorithme, je croyais que je l'avais dans les transparents, mais j'ai oublié de le mettre. L'algorithme, il est tout simple. Un brin d'ARN messager, c'est une liste de lettres, une liste de bases azotées. Et donc, vous lisez les lettres 3 par 3, 3 bases par 3 bases. Une séquence de 3 bases, ça s'appelle un codon. Et donc, comme vous en avez 4 lettres, vous avez 4 puissance 3 codons possibles. Et puis, chaque codon code pour un acide aminé. Et puis après, donc vous avez un mot plus court, enfin 3 fois plus court, qui est une suite d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés pour faire les protéines. Et il y a un codon particulier sur les 64 qui dit stop. Donc en gros, vous prenez le brin d'ARN, vous lisez 3 par 3 jusqu'à tomber sur le codon stop, et vous obtenez une liste d'acides aminés. Donc c'est un algorithme qui se programme extrêmement facilement, c'est 5 lignes de code. En revanche, on ne voit pas quelle équation différentielle pourrait résoudre ça. Bien, alors, vous voyez qu'on a la réponse à notre question qui était est-ce qu'une cellule est une maslotte au bout d'un ressort? Et donc la réponse est non. Et la raison, en revanche, si on pose la question, une cellule, qu'est-ce qu'une cellule? Eh bien la réponse c'est un algorithme. Donc c'est le point commun qu'il y a entre les aéroports et les cellules, c'est que ce sont des algorithmes. Alors, dans cette volonté de décrire le monde algorithmiquement, une fois qu'on a vu que le langage algorithmique permettait de décrire les aéroports, les cellules, etc., on peut se demander depuis quand est-ce qu'on décrit le monde avec des algorithmes. Et mon hypothèse, c'est que c'est une idée qui nous vient de la chimie. Donc, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Et avant de vous parler de la chimie, je vais faire un petit détour sur une manière particulière d'exprimer des algorithmes à l'aide de règles de réécriture. Et donc ici, j'ai un petit langage de programmation dont le symbole principal, c'est cette flèche rouge ici, qui nous explique que quand il y a un truc à gauche, on peut le transformer en ce qui est à droite de la flèche. Et ici, par exemple, si j'ai à gauche, en l'occurrence, c'est un mot, qui a une suite de symboles, mais ça pourrait être un arbre. Et bon, ici, c'est un mot. Donc, si j'ai un mot qui est formé d'une barre verticale, puis d'un bout de mot que j'ai appelé X, puis d'une croix comme ça, puis d'un autre bout de mot que j'ai appelé Y, eh bien, je peux le transformer en un autre mot qui est X, puis la croix, puis la barre, puis Y. Et là, l'algorithme que je décris ici, c'est quel algorithme? Bon, alors, on va faire un exemple. Supposez que j'ai supposez que je parte de ce mot-là. Donc, est-ce qu'il y a une des règles que je peux appliquer? Alors, la deuxième, dans la configuration où X, c'est une barre et Y, 2 barres. D'accord? Donc ça se transforme en X et une barre plus une barre et 2 barres. OK, on peut recommencer. Donc ça va se transformer en plus suivi de 4 barres,
Et là, c'est le bon moment de appliquer la première règle, et ça va donner 4 barres. Bien, cet exemple terminé, je repose ma question. Qu'est-ce que cet algorithme calcule? L'addition. D'ailleurs, le fait que j'ai utilisé cette petite croix aurait dû vous mettre sur la piste. Donc, c'est l'algorithme de l'addition exprimé sur une représentation des nombres où le nombre n se représente par n bâtons. D'accord? Donc, ce n'est pas la numération à position, c'est la numération archaïque où, sur les parois de la grotte, vous faites n bâtons pour dire vous faites 5 bâtons pour dire je reviens dans 5 minutes. Et un truc qui est important, c'est que cette flèche-là n'a rien à voir avec cette flèche-là, le béquillot qui permet de définir des fonctions. En revanche, elle a à voir avec une flèche que vous connaissez dans votre grande culture scientifique, celle-ci. C'est la même chose, ici, ce processus de transformation qui nous a permis de décrire ici cet algorithme, eh bien, c'est la même idée que vous avez dans une réaction chimique où vous avez en gros des trucs à gauche de la flèche qui se transforment en des trucs qui sont à droite de la flèche. Bien, alors, ce n'est pas le seul endroit où on utilise cette flèche. Et bon, alors, je pense que c'est le plus ancien, le langage dans lequel on exprime les équations chimiques. Alors, d'ailleurs, il y a un livre entier à écrire sur le langage dans lequel on exprime les équations chimiques, parce que la chimie est extrêmement riche en langage. Déjà, dans les langages de représentation des molécules, vous avez des formules développées, des formules pas développées, des formules semi-développées. Vous avez des représentations spatiales avec un langage très compliqué, où si vous faites un trait épais, ça veut dire vers le bas, un trait clair, ça veut dire vers devant, etc. Et ensuite, le langage de description des réactions, il a lui-même énormément évolué au cours des 3 siècles de chimie qu'on connaît. Donc un chimiste me disait que quand on lit les articles de chimie d'il y a 100 ans ou 200 ans, une des difficultés, c'est de comprendre le langage qu'ils utilisaient, qui bien sûr n'est jamais explicité, puisque tout le monde le connaissait, il était enseigné, peut-être qu'il est explicité dans des manuels de chimie, mais quand vous lisez un papier de 1850, retrouver le manuel qui explique le langage dans lequel ce papier est exprimé est compliqué. Donc c'est pas... Donc il y a un travail d'historien de la chimie qui consiste à apprendre tous ces langages et la manière dont ils ont évolué. Et ça serait intéressant de refaire ça, de s'intéresser à l'évolution de ce langage avec ce qu'on sait aujourd'hui sur les langages. Bien, ça c'est un autre exercice, une autre situation d'utilisation de ces flèches, de ces règles de réécriture. Et donc vous savez qu'il y a un exercice qu'on aime bien faire, mais vos élèves sont trop grands, mais c'est un bon exercice au collège, par exemple, c'est de faire un cadavre exquis. Donc vous faites un programme, vous mettez quelques mots dans le programme, puis il tire des mots au hasard, et il fait une phrase qui est surréaliste. Et le problème, c'est que si vous faites juste, vous tirez des mots au hasard dans une liste de mots, ce que vous allez obtenir, ce n'est pas une phrase. Ça ne va pas respecter les règles de la grammaire. Donc je vous propose ici une manière de faire un cadavre exquis grammatical. Et donc vous avez ici 6 règles, et on va voir comment les utiliser pour fabriquer une phrase. Donc, la règle du jeu numéro 1, c'est qu'on part du symbole S. Et S, on peut le réécrire, on peut le transformer à partir d'une de ces règles. Alors, laquelle vous choisissez? La première. Il n'y a que la première qui marche. Donc, vous pouvez réécrire S en GN-GV. Et ensuite, vous pourriez décider de réécrire GN ou de réécrire GV. Bon, c'est un cas un tout petit peu différent de ici, où ici, il fallait absolument que la règle de réécriture s'appliquait à la racine, c'est-à-dire il fallait réécrire toute l'expression. Ici, vous pouvez réécrire dans un bout de l'expression. Bon, c'est un type de réécriture un peu différent, mais les deux existent. Et donc, mettons qu'on choisisse de réécrire GN, et là, quelle règle peut s'appliquer? La deuxième uniquement. Donc, vous réécrivez ça en NP-GV. Et là, vous décidez de réécrire NP, et NP, il y a plusieurs manières de le réécrire. 2. Donc vous pouvez choisir entre... C'est pour ça qu'il y a plusieurs phrases dans la langue. Vous pouvez choisir entre NP, entre Pierre et Paul. Donc qu'est-ce que vous choisissez? Pierre. Donc ça serait écrit en Pierre GV. Maintenant, il va falloir écrire GV. Et donc GV, il y a une seule règle qui permet de le réécrire, c'est celle-là. Donc on se retrouve avec VT-GN. Et VT, il y a une seule manière de l'écrire, c'est écoute.
Donc ça fait Pierre écoute. Et maintenant, il faut encore un GN. Et alors GN, ça serait écrit sur NP. Et NP, à nouveau, on a deux possibilités. Alors, Pierre ou Paul, bon, on va changer Paul. Et voilà, vous avez obtenu une phrase surréaliste, et en plus, elle est grammaticale, c'est-à-dire ici, le verbe est accordé avec le sujet. Et donc, bien sûr, je n'ai pas choisi ces noms au hasard. S, ça veut dire phrase, GN, ça veut dire groupe nominal, GV, ça veut dire groupe verbal. Donc, cette règle, elle nous dit que si vous voulez faire une phrase, une possibilité, c'est de mettre un groupe nominal suivi d'un groupe verbal. Un groupe nominal, une possibilité, c'est de mettre un nom propre. Un groupe verbal, vous pouvez mettre un verbe transitif suivi d'un groupe nominal. Et puis ici, on vous donne des exemples de noms propres, Pierre et Paul, et de verbes transitifs, écoute. Et vous pouvez vérifier que toutes les phrases que vous générez avec ça sont grammaticales. Vous pouvez même les dénombrer. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un petit langage, mais il n'y a que peu de règles en même temps. Et vous voyez qu'ici, vous avez non seulement une manière opérationnelle d'engendrer des phrases, mais vous avez même un algorithme qui décrit la grammaire de la langue. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, démontrer que la phrase « Pierre, Pierre, Pierre » n'appartient pas au langage. On doit à cette personne, Noam Chomsky, dans les années 50, l'idée que cet algorithme, pour décrire une langue, était une meilleure description de la langue que ce qu'on appelle les grammaires traditionnelles. Les grammaires traditionnelles, ce sont les grammaires qui sont exprimées en langue naturelle. Donc, par exemple, ici, je pourrais un tout petit peu compliquer les règles de grammaire en disant que je vais mettre ici un groupe nominal à la troisième personne du singulier, un groupe verbal à la troisième personne du singulier, mais je pourrais aussi avoir une autre règle qui me dit que je peux avoir un groupe nominal à la deuxième personne du singulier et un groupe verbal à la deuxième personne du singulier, auquel cas, si ici j'avais tu, il y aurait un S à écoute. Et ça, c'est une règle que vous pouvez trouver, par exemple, dans le Grévis, qui dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Mais si vous prenez une phrase comme celle-ci, et que vous essayez de vérifier si, conformément aux prescriptions de Grévis, le verbe s'accorde avec le sujet, ce n'est pas si facile, parce qu'il faut trouver le verbe, et il faut trouver le sujet. Et comment vous savez que c'est Paul le sujet, que c'est Pierre le sujet? Donc là, il y a plusieurs réponses, dont aucune n'est satisfaisante. Il y en a une, c'est de dire Pierre, c'est le premier mot de la phrase, donc c'est le sujet. Donc il est vrai qu'en général, le sujet est au début de la phrase, mais vous pouvez très bien commencer une phrase par un complément circonstanciel, par exemple. Bon. Donc vous pouvez dire Pierre, c'est celui qui fait l'action. Donc c'est lui le sujet. Alors ça veut dire que vous avez déjà compris la phrase avant même de savoir si elle est grammaticale. Or justement, une des grandes idées de Chomsky, c'était qu'on comprend la phrase après avoir vérifié qu'elle est grammaticale, après l'avoir analysée syntaxiquement, sinon on ne peut pas la comprendre. Et Chomsky avait construit des phrases qui ne veulent rien dire, dont pourtant on conçoit qu'elles soient grammaticales ou non, même si on ne comprend pas les mots. Et finalement, peut-être que la seule réponse, c'est qu'on sait que Pierre est le sujet parce qu'il semble être accordé avec le verbe. Donc ce n'est pas tellement que l'accord est obligatoire, c'est qu'au contraire, c'est l'accord qui nous indique qui est le sujet et qui est l'objet. Enfin, dans cette phrase, non, mais parfois, oui. Et donc, il y a un problème pour appliquer les règles du Grévis, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est le sujet, on ne sait pas ce qu'est le verbe, et Grévis vous n'indique pas l'algorithme pour retrouver le sujet ou le verbe dans une phrase. D'ailleurs, c'est assez compliqué. Et à l'inverse de ça, cette description algorithmique des grammaires permet de définir l'ensemble des phrases grammaticales sans avoir besoin ni de comprendre la langue, vous pouvez faire ça pour n'importe quelle langue, même si vous ne la parlez pas, et ni d'utiliser des concepts non définis comme le sujet. Voilà, donc on avait vu qu'un aéroport était un algorithme, on avait vu ensuite que la synthèse d'une protéine était un algorithme, on a vu que la synthèse de l'eau était un algorithme, ça c'était la réaction chimique que je vous ai montré, le langage des réactions chimiques est un langage de description d'algorithme à la base, et ce qu'on vient de voir, c'est qu'une grammaire également, c'est un algorithme. Donc ça commence à faire pas mal de questions à laquelle la réponse est un algorithme. Alors, je vous en ai listé quelques autres. Simon, c'est le seul à avoir eu 2 faux prix Nobel.
Avoir 2 prix Nobel, c'est relativement rare déjà. Il y a un tout petit nombre de gens qui ont 2 prix Nobel. Mais alors Simon a eu le prix Nobel d'économie, qui, comme vous le savez, n'est pas un prix Nobel. Et il a eu aussi le prix Turing, qui, comme vous le savez, n'est pas un prix Nobel. D'ailleurs, il s'appelle prix Turing. Et il a eu le prix Nobel d'économie et le prix Turing pour la même idée, qui était celle que les agents économiques ont une complexité algorithmique bornée. Donc la théorie dite classique de l'économie vous dit, par exemple, vous cherchez un appartement à Marseille, eh bien vous visitez tous les appartements de Marseille. Pour chacun des appartements, vous leur mettez une note qui reflète votre utilité dans l'utilité de cet appartement pour vous. Et puis, après avoir visité tous les appartements de Marseille, vous faites votre choix, et vous dites, oui, c'est l'appartement que j'ai visité le lundi à 14h, qui est celui qui me convient le mieux. Et là, vous dites, bon, ben, je vais le louer. Et là, on vous dit qu'il est déjà loué. Donc, comme vous avez passé 2 ans à visiter tous les appartements en location à Marseille, ben, le temps où vous preniez votre décision, c'est trop tard. Donc, Simon a dit, c'est pas du tout comme ça qu'on procède. On doit visiter un nombre fini d'appartements, et à chaque appartement, on doit prendre une décision en information incomplète, parce qu'il se peut que l'appartement qu'on va visiter après, il soit meilleur, mais ben donc, du coup, on n'obtient pas l'optimum, contrairement dans le cas de Valras, où on obtient l'optimum à la fin des temps. Mais on peut même faire des mesures empiriques. Quand on loue un appartement, on en visite, il y a des gens qui en visitent 10, il y a des gens qui en visitent 20, mais personne n'en visite 1000 et personne n'en visite 1. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Et donc, Simon dit qu'il faut prendre en compte le fait que les agents économiques n'ont pas une faculté de calcul infinie. Ils ne peuvent pas appliquer un algorithme qui a une complexité, qui demande un temps de calcul, ou en l'occurrence un temps de visite non borné. Et donc, il faut réanalyser les lois de l'économie, la manière dont on formalise l'économie, en prenant en compte cette rationalité bornée, où la rationalité est bornée par une complexité algorithmique. Et les théories de Simon, pendant longtemps, ont été vues par les économistes comme une espèce de curiosité, parce qu'ils n'arrivaient pas à en faire grand-chose. Mais aujourd'hui, par exemple, dans les ordinateurs sont des agents économiques, et en particulier, ils achètent des minutes de réseau. Ils achètent de la bande passante sur du réseau. Et donc, il y a des ordinateurs qui font des enchères. Donc, c'est en général des ordinateurs qui appartiennent à des compagnies de télécom. Et il y a une ligne qui est sous l'océan, et ils disent à cette heure-ci, moi je la veux, et il y a une enchère. Et on s'aperçoit que ici, les bons modèles pour comprendre ça, c'est que, comme Simon le proposait, il faut prendre la décision à un moment, même si on n'a pas toute l'information. Donc il faut faire une décision en information, en temps borné, en complexité bornée. Et de la même manière, la théorie des jeux, aujourd'hui, est reformalisée dans un cadre qui s'appelle la théorie algorithmique des jeux, où on tient compte du fait que dans la théorie des jeux, les agents doivent être non seulement effectifs, mais même avoir une complexité bornée. Et puis, les agents économiques sont des algorithmes. Les démonstrations mathématiques sont des algorithmes. Ça, vous avez peut-être déjà entendu raconter ça. Et puis, j'ai cité une fois dans l'exposé mon travail de recherche. Mon travail de recherche, il est essentiellement centré. J'essaye de répondre à la question « qu'est-ce qu'un axiome ?» Et la réponse que je propose, c'est un algorithme. Donc, on avait vu les aéroports, la synthèse des protéines, la synthèse de l'eau, les grammaires, les agents économiques, les démonstrations mathématiques, les axiomes. Bien, donc j'arrive à la partie triste de l'exposé. Il pourrait y avoir, on pourrait se dire, finalement, il y a 2 manières de décrire le monde. Il y a avec des équations différentielles ou des principes variationnels. Donc ça a réussi avec Newton, avec Maxwell, etc. Puis il y a une deuxième manière de décrire le monde, avec des algorithmes, c'est ce qu'ont fait Lavoisier, Chomsky, etc. Et on pourrait dire, finalement, il y a des objets qui se laissent bien mettre en équation, il y a des objets qui se laissent bien décrire par des algorithmes, et il est nécessaire de connaître les deux manières de décrire le monde, parce que le monde est fondamentalement divisé en 2. Il y a des objets qui se laissent bien décrire avec des équations, et des objets qui se laissent bien décrire avec des algorithmes. Et donc ça, bien sûr, ça va à l'encontre d'une de nos croyances profondes, d'une croyance qui structure notre culture, qui est le monothéisme. On ne peut pas dire il y a 2 types d'objets,
ceux qui croient en les équations différentielles et ceux qui croient en les algorithmes. Donc, il faut qu'on arrive à dire qu'il y a une seule chose qui permet de décrire le monde. Et donc ça nous amène à nous demander si cette manière de décrire le monde avec des équations différentielles ou avec des algorithmes, eh bien, c'est une opposition qui est profonde ou qui est superficielle. Donc, est-ce qu'en fait, il y a vraiment une vraie rupture entre ces deux manières de décrire le monde, ou est-ce que c'est juste une différence de langage, alors qu'au fond, c'est la même chose? Et pour ça, il faut s'intéresser un peu à un domaine où les équations différentielles ont montré toute leur efficacité, et c'est la physique. Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce qu'une loi physique? Et essayer de voir si on peut répondre un algorithme à cette question. Donc, on va faire un peu de physique. Et voici la tour de Pise. Et là, c'est Galilée qui lâche un boulet de canon du haut de la tour de Pise. Et on a mis une toise à côté de la tour de Pise qui permet de mesurer la hauteur du boulet de canon en fonction du temps. Et on a aussi un chronomètre qui permet de mesurer la hauteur du boulet de canon à des intervalles de temps réguliers. Et ici, on a l'assistant de Galilée qui note sur un cahier, à 1 seconde, le boulet de canon avait telle altitude, à 2 secondes, il avait telle altitude, à 3 secondes, il avait telle altitude, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire une expérience. Et le point important dans ce dessin, vous voyez, c'est ici, Galilée et son assistant, sur leur visage, ils ont un masque à gaz, parce que tout ça a lieu sous une énorme cloche à vide. D'accord? Donc, comme vous le savez, Galilée n'a jamais fait cette expérience, c'est une reconstruction historique, mais du coup, quitte à faire une reconstruction historique, on peut faire la reconstruction historique que l'on veut, et donc dans ma reconstruction historique, toute cette histoire se passe sous une énorme cloche à vide, parce que sinon, on ne va pas arriver à trouver les équations. Et ah oui, la tour, oui, mais ça c'est complètement... je ne sais pas pourquoi on se focalise sur l'idée que la tour de Pise penche, ça n'a rien à voir avec l'expérience. Au contraire, si elle est penchée, si vous voulez faire l'expérience dans une tour penchée, il faut vous mettre du côté où ça penche. Parce que sinon, le boulet de canon va tomber sur la tour. Bien. La physique, ça consiste, dans un premier temps, au moins, à répondre à la question quel est le lien entre t et x? C'est-à-dire à trouver une relation. Et cette relation entre t et x, il faut l'exprimer par une proposition. Et ici, je vous ai donné 2 propositions possibles. Il y a une proposition qui est une équation différentielle, qui est de dire que l'accélération est constante, x secondes égale g. Et même si vous voulez, m fois x secondes égale mg. Et puis une autre qui est encore une proposition, mais qui cette fois n'est pas une équation différentielle, c'est-à-dire que l'altitude x, c'est 1,5 de gt2. Enfin, pas l'altitude, la distance parcourue, c'est 1,5 de gt2. Et vous voyez qu'ici, on voit ça comme une proposition, comme une formule, comme une relation entre x et t. Mais vous voyez qu'on peut aussi tout à fait voir ça comme un algorithme qui, connaissant t, vous permet de calculer x. Cette formule elle a une forme particulière qui est x égale une fonction de t. Et donc, on peut calculer cette fonction, c'est-à-dire si je vous donne un temps, vous pouvez, par exemple, si je vous dis t égale 1 seconde, vous pouvez élever 1 seconde au carré, ça fait 1 seconde au carré. Vous multipliez ça par g et vous divisez par 2, et ça fait 4,9. Et donc vous dites x égale 4,9, vous avez pu faire le calcul. Et donc il y a caché dans cette formule aussi un algorithme, et l'algorithme il est ici, c'est élever un nombre au carré, multiplié par g, divisé par 2. Donc ici on peut ou bien se dire on a eu beaucoup de chance, parce que la proposition qu'on a obtenue ici, c'est un algorithme. Mais on aurait pu avoir une proposition plus compliquée. Par exemple, si on avait eu 2x égale gt2, là, l'algorithme n'est pas si évident que ça. Parce que si je vous donne t, vous pouvez calculer 2x, mais il faut inverser la fonction multipliée par 2 pour retrouver x. Donc là, vous pourriez dire, bon, j'ai bien une relation entre x et t, mais l'un des paramètres étant donné, ce n'est pas si évident de trouver l'autre. Par exemple, il se peut qu'il faille résoudre une équation. Et il se peut qu'on ne sache pas résoudre l'équation. Bien, mais ici, il semble que la relation entre x et t, elle soit donnée par un algorithme. Et donc, il y a une question qui est, est-ce que la relation qui est réalisée par une expérience physique,
Ce que j'appelle une relation réalisée par l'expérience physique, c'est une vision très empiriste de la physique. C'est vous faites une expérience, vous mesurez un paramètre, vous mesurez l'autre, et vous avez une relation qui est réalisée par cette expérience. C'est une relation entre les paramètres de l'expérience. Et donc, quand vous avez ici une relation qui est réalisée par un algorithme, est-ce qu'elle est toujours calculable? Est-ce qu'elle est toujours algorithmique? Est-ce qu'il existe toujours un algorithme qui permet de décrire le passage de l'une à l'autre? Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme physique de la thèse de Church. Donc, il faut que je fasse une toute petite digression sur ce qu'est la thèse de Church. La thèse de Church, au départ, elle ne parlait pas de machine, elle ne parlait pas d'ordinateur. D'ailleurs, à l'époque où Church l'a formulée, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais ce que Church disait, c'est n'importe quoi qu'on sait calculer, eh bien, c'est une fonction calculable au sens de la notion de fonction calculable qu'il y a dans la théorie de la calculabilité. Aujourd'hui, on pourrait dire ça peut être programmé en Python, par exemple. C'est une bonne définition de ce qu'est être calculable. Et donc ça veut dire, en gros, Python permet d'exprimer tous les algorithmes qu'on peut concevoir. Bon, et puis avec le temps, on s'est aperçu que cette notion de on peut calculer, ce n'était pas une notion très bien définie. Et donc il y a une forme particulière de la thèse de Church qui s'appelle la forme physique de la thèse de Church, qui s'appelle parfois la thèse de Gandhi, qui s'appelle parfois la thèse de Church, Turing, Deutsch, enfin voilà, différents noms. Mais cette forme physique de la thèse de Church, elle dit à chaque fois qu'on peut calculer quelque chose avec une machine, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer un système physique où vous mettez dedans par un protocole une information et vous attendez et vous obtenez une information, eh bien, il existe une fonction calculable, c'est-à-dire il existe un programme d'ordinateur qui permet de calculer les mêmes choses. Et, bon, et ça, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Si vous prenez par exemple l'expérience de plateaux, où vous prenez un morceau de fil de fer, vous le trempez dans de l'eau savonneuse, et vous sortez le fil de fer, eh bien là, la nature va calculer le minimum. Donc il semble que la nature sache calculer des minimums, et qu'elle le fasse extrêmement vite. Quand vous sortez, à peine vous avez sorti le morceau de fil de fer de votre eau savonneuse, que pop, ça y est, et alors que quand vous voulez calculer ça avec un ordinateur, ça prend des heures, mais cependant, c'est calculable. La forme de la surface de plateau, elle est calculable. Bon, c'est pas évident à voir comme ça quand on vous le dit, mais d'ailleurs, si elle n'était pas calculable, on ferait des nouveaux ordinateurs qui utilisent l'expérience de plateau pour calculer de nouvelles fonctions. Donc on aurait de nouveaux ordinateurs qui permettent de dépasser la barrière de Turing, de calculer plus de choses que ce qu'on sait calculer. Alors cette forme physique de la thèse de Church, elle a été démontrée par Robin Gandhi, et bien sûr, elle ne peut pas être démontrée de manière absolue, puisqu'elle parle de la physique. Donc il faut la démontrer à partir de principes de la physique. Et donc Gandhi a montré que cette conséquence, et cette thèse, était la conséquence de trois autres thèses, qui sont l'homogénéité de l'espace et du temps. Donc là, il ne s'est pas trop mouillé. Il ne va pas se mettre les physiciens à dos en disant que l'espace et le temps sont homogènes. La finitude de la vitesse de transmission de l'information. Donc ça, c'est l'idée que vous ne pouvez pas transmettre une information plus vite que la vitesse de la lumière. Ou alors c'est déjà un peu compliqué parce que ça, c'est de la physique relativiste. C'est faux en physique classique. Mais bon, c'est pas grave. Gandhi est arrivé après la relativité, ça tombait bien. Et puis il y a un autre principe qui, lui, est beaucoup plus controversé, qui est le principe de la finitude, du fait que, de la densité de l'information. Ça veut dire qu'il existerait une borne dans la nature à la densité de l'information. C'est-à-dire vous pouvez prendre un disque comme celui-ci, et là-dedans vous pouvez mettre 1 kilooctet, vous pouvez peut-être mettre 1 mégaoctet, peut-être mettre 1 gigaoctet, peut-être mettre 1 téraoctet, peut-être mettre 1 pétaoctet, mais il y a une borne qui est limitée par le rayon de la sphère qui contient ce truc. Et donc ça, c'était une hypothèse un peu plus olé, enfin un peu moins partagée par les physiciens, disons, ou disons les physiciens insistent peu là-dessus. Mais quand vous dites à un physicien, est-ce qu'il serait possible de concevoir un dispositif physique qui stocke une quantité infinie, ou même une quantité non bornée d'informations, la plupart des physiciens vous répondent non. Ils disent non, s'il y a un système physique fini, on ne peut pas stocker une quantité infinie d'informations dedans. Et il y a même des travaux, alors bon, là on n'est plus dans la relativité restreinte, on n'est plus dans des trucs qu'on comprend, enfin que tout le monde comprend. Il y a même des travaux sur l'entropie des trous noirs qui montrent que les trous noirs atteignent cette borne. C'est-à-dire, cette borne s'appelle la borne de Bekenstein.
Donc Bekenstein, c'est un physicien, des trous noirs, c'est pas un informaticien, donc il n'a pas des idées délirantes comme les informaticiens. Mais il a proposé cette idée que l'entropie ou la quantité d'informations stockées dans un système physique était bornée par un truc qui est une borne assez simple, il y a la vitesse de la lumière et la constante de Planck, et vous faites une seule borne qui est... Il y a 4pi aussi, des trucs comme ça. Mais bon, c'est une petite borne, quoi. Et c'est peut-être la vraie signification de la constante de Planck, c'est la borne maximale sur la manière dont on peut coder l'information, puisque la constante de Planck, on peut la recalculer à partir de la constante de Bekenstein. Voilà. Et ça, une chose importante, c'est que si cette thèse de Church est vraie, alors on peut expliquer pourquoi la thèse de Galilée est vraie. Alors, qu'est-ce que c'est que la thèse de Galilée? Galilée a écrit dans cette phrase très longue, dans laquelle on ne peut lire que les mots qui sont en rouge. L'univers est écrit dans la langue mathématique. Et si vous voulez, vous pouvez lire toute la phrase, c'est un immense livre, toujours ouvert, etc. Bon, mais ce qui est important, c'est que l'univers est écrit dans la langue mathématique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une manière de comprendre ça, parce que bien sûr, on peut disserter longtemps sur ce que voulait dire Galilée. Une manière de dire ça, c'est que les relations physiques, les relations qui sont physiquement réalisées, comme celle-ci, elles peuvent toujours s'exprimer par une formule. Elles peuvent toujours s'exprimer par une proposition. Et vous voyez que la forme physique de la thèse de Church, elle dit un peu la même chose, mais elle ne nous dit pas que les relations physiquement réalisables, elles peuvent s'exprimer par une proposition, elle nous dit qu'elles peuvent s'exprimer par un algorithme. Mais, ça en revanche c'est un théorème, si vous pouvez exprimer une relation par un algorithme, vous pouvez aussi l'exprimer par une formule. Vous pouvez aussi l'exprimer par une proposition. Et donc, la thèse de Gandhi, la démonstration de Gandhi, peut-être nous explique la raison pour laquelle la thèse de Galilée est vraie. Puisque Galilée nous dit l'univers peut être décrit en langage mathématique, mais à aucun moment il nous dit pourquoi. Et après Galilée, il y a plein de gens qui ont proposé des explications, mais une explication possible, c'est que l'univers peut être décrit dans un langage de mathématiques parce qu'il peut être décrit dans un langage de programmation. Et donc, propositionnellement aussi. Mais la thèse de Gandhi suggère beaucoup plus. Elle suggère qu'il est possible de décrire les lois de la physique, toutes les lois de la physique, comme des algorithmes. Et donc, on pourrait tout faire avec des algorithmes. Et donc on retrouve ici le principe monothéiste de tout faire, de décrire le monde avec un seul objet, qui serait ici des algorithmes. Et là, il faut que je réponde à toutes les objections qui disent « oui, mais la physique, ça se fait avec des variables continues, oui, mais il y a des phénomènes chaotiques, oui, mais il y a des phénomènes non déterministes, etc. » Et tout ça n'a rien à voir avec le fait qu'on utilise des algorithmes ou non. Donc, une manière de le reformuler serait de dire que ce qu'on est en train de définir ici par ces propositions, ce sont des algorithmes, et que l'algorithme, il est là, c'est un MIT-GT2, on l'a exprimé de 3 manières différentes, mais c'est le même algorithme, et que finalement, les équations différentielles, ce sont peut-être un bon moyen d'exprimer des algorithmes. C'est peut-être un bon langage de programmation, puisque finalement, ça semble mieux que ça. Ça, c'est la manière dont on exprime les algorithmes habituels, avec des points-virgules, on fait ceci, puis cela, puis blablabla, etc. Mais finalement, il y a peut-être une manière plus abstraite de décrire cet algorithme que de dire c'est x.point égale g. Et alors ça pose une question qui est est-ce que les solutions d'une équation différentielle sont toujours calculables? C'est-à-dire si on fait l'hypothèse que le langage des équations différentielles est un langage de programmation, c'est-à-dire que c'est un langage parmi d'autres pour décrire des algorithmes, peut-être le langage le plus adapté pour décrire les algorithmes qui sont en physique. Peut-être c'est ça la conclusion de l'histoire, c'est que les algorithmes qui sont en physique, il leur faut un langage de programmation particulier, et c'est le langage des équations différentielles. Et donc, il y a ça pose une question mathématique qui est est-ce que les solutions d'une équation différentielle sont toujours calculables? Et si on prend l'équation différentielle x.point égale g, eh bien on s'aperçoit que oui, la solution de cette équation, 1,5 de GT2, est une fonction calculable. Et donc ça tombe très bien. Et cette question, elle a été attaquée de front par ces deux mathématiciens, Pourel et Richards. Et Pourel et Richards, bizarrement, ont répondu non à cette question. C'est-à-dire, ils ont trouvé un contre-exemple, une équation différentielle, dont la solution n'est pas une fonction calculable.
Et alors cette équation différentielle, vous la connaissez, c'est l'équation des ondes. On pourrait croire que l'équation des ondes, c'était comme un x point point égale g, que c'était le cas facile où toutes les solutions étaient toujours calculables. Et non, on avait l'équation des ondes qui avait une solution non calculable. Et là, il y a eu à cette époque, donc ça c'est dans les années 70, il y a eu un mouvement qui a dit on va fabriquer des ordinateurs en utilisant l'équation des ondes, et ils pourront passer la barrière de Turing, ils pourront calculer des fonctions non calculables. Donc c'était super. Donc il y a même, j'ai vu des photos de gens qui sont en botte sur un lac, et ils essayent de faire les ondes de Pourel-Richards pour mesurer et avoir les valeurs d'une fonction non calculable. Bon, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un petit tour de passe-passe dans l'équation. Vrai, ça n'a pas marché. Hein, et il y a un petit tour de passe-passe dans l'équation de Pourel-Richards, c'est que Pourel-Richards, quand vous avez une équation dérivée partielle, il faut une condition limite, bon, vous savez ça. Et l'équation limite, Pourel-Richards demandait qu'elle soit calculable. Et bien sûr, si vous mettez une condition limite qui n'est pas une fonction calculable, la solution ne va pas être calculable, même aux limites. Et donc, il demandait que les conditions limites soient calculables. Mais dans l'exemple qu'ils ont donné, les conditions limites sont calculables, mais la dérivée des conditions limites n'est pas une fonction calculable. Et comme l'équation des ondes c'est une équation du deuxième ordre, il serait naturel de demander que la condition limite et sa dérivée soient calculables, et auquel cas ça élimine le contre-exemple de Pourel et Richards. Donc d'ailleurs, c'était un peu ceux qui avaient les pieds dans l'eau qui essayaient de faire le... C'est un peu le problème auquel ils se sont heurtés, c'est qu'il fallait qu'ils réalisent la condition aux limites, et même si elle était calculable et dérivable partout, sa dérivée n'est continue nulle part. Donc c'était vachement compliqué de concevoir le système physique qui permettait d'imposer la condition aux limites aux équations des ondes. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Et c'est pour ça qu'on considère que cette solution n'est pas un contre-exemple à la thèse de Church. Bien, donc la condition... donc il y a eu plusieurs résultats après pour Pourel et Richards qui vont complètement dans l'autre sens. Donc en particulier des résultats de Bournez et Grassa. Je sais pas, vous avez peut-être rencontré Bournez et Grassa. Ils sont, vous pourrez les inviter ici. Ils ont plein de trucs à raconter. Et en gros, tous les résultats récents vont dans l'idée que si on rajoute des hypothèses raisonnables au théorème de Pourel et Richards, à ce moment-là, ils changent de valence, ils changent de sens. C'est-à-dire que les équations différentielles sont bien un moyen de décrire des fonctions qui sont des algorithmes. D'ailleurs, quand on dit ça à nos collègues qui font de l'analyse numérique, ils ne comprennent même pas pourquoi on se pose la question, parce que ça fait juste 50 ans qu'on leur donne des équations différentielles et qu'ils trouvent des algorithmes pour les résoudre. Et ils n'ont jamais douté que, quelle que soit l'équation différentielle qu'on leur donne, ils finissent un jour avec des éléments finis, avec un maillage plus ou moins dense, à trouver une solution. Donc là, il faut juste que je vous dise un tout petit mot pour lever l'objection de dire oui, mais en analyse numérique, on trouve des solutions approchées, on ne trouve pas la solution mathématique. Cette notion de calculabilité, quand on parle sur les nombres réels, ben bien sûr, il faut adapter. Il n'y a aucune machine qui va vous donner un nombre réel. Donc, la donnée d'un nombre réel par une machine, c'est la donnée d'un algorithme à qui, à chaque fois que vous donnez un epsilon, elle vous donne une approximation epsilon près. Donc, par exemple, supposez que je sois la machine qui connaît la racine de 2, ben, on va prendre pi. Vous pouvez me poser des requêtes, me dire donne la première décimale de pi, donne la deuxième décimale de pi, il faut que je sache répondre à chaque fois. Et c'est ça, donner un nombre réel. Et donc, du coup, à partir du moment où il y a une preuve de convergence de la méthode des éléments finis, et il y en a, bien, on sait qu'on peut avoir une approximation à epsilon près de n'importe quelle solution, donc c'est ça qu'on appelle calculer une solution, on ne peut pas avoir autre chose. Voilà, il est l'heure de conclure. Donc j'avais appelé l'exposé une deuxième révolution galiléenne, et je vais commencer par résumer l'exposé. Donc la chose importante, c'était de dire qu'on peut décrire le monde avec des algorithmes, que ça fait longtemps qu'on le fait, en particulier en chimie, et également en physique, si on conçoit que le langage des équations différentielles est un langage de description d'algorithmes. Une chose importante, c'est qu'on peut décrire des systèmes beaucoup plus complexes qu'une maslotte au bout d'un ressort. Et par exemple, même le petit aéroport que je vous ai décrit, il est assez complexe, mais il y a des choses beaucoup plus complexes, comme par exemple un Airbus. Et on sait aujourd'hui faire des modèles calculatoires d'un Airbus complet.
Et on va vers un monde dans lequel on ne va plus faire d'essais des avions. C'est-à-dire on va calculer les avions, les simuler, et quand on sera content de la simulation, on va les fabriquer en série. Bon, peut-être on fera 1 ou 2 vols d'essai, mais aujourd'hui, le coûteux processus des vols d'essai, où on dit « ah ben non, finalement, on va un tout petit peu changer la forme de cette partie de l'aile, et puis on refait un vol d'essai, etc. » Donc aujourd'hui, il y a un processus itératif extrêmement long, avec des vols d'essai extrêmement coûteux, parce que c'est beaucoup plus cher de refaire un Airbus pour le deuxième vol que de modifier le modèle numérique. Et donc on va vers un monde où il n'y aurait quasiment plus d'essais. Et également, la complexité des objets, on la voit tous les jours. Par exemple, si vous allez à Bilbao, vous pouvez voir ce bâtiment. Et essayer d'écrire l'équation différentielle qui vous donne la contrainte dans le béton à ce point-là, enfin à tous les points, pour vérifier que le bâtiment ne va pas s'écrouler, bah, c'est assez compliqué. Déjà, s'il faut que je donne, indépendamment de la question du béton, s'il faut que je donne juste l'équation différentielle dont la solution est cette surface, j'aurais du mal. Et donc, en fait, ça donne une réponse à une autre question que vous vous êtes peut-être posée, c'est pourquoi nos maisons sont des parallélépipèdes. Vous savez qu'il y a 2 types de maisons. Il y a des cultures, enfin des pays du monde où les maisons sont des parallélépipèdes, et par exemple au Maghreb, enfin dans les pays chauds en général, où il pleut peu. Et dans les pays où il pleut, les maisons sont des parallélépipèdes surmontés d'un prisme. Et ben, ce sont dans les 2 cas des formes géométriques assez simples. Et la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait des maisons qui sont des parallélépipèdes plutôt que ça? Et ben, c'est parce qu'on savait les calculer. Les parallélépipèdes, c'est assez facile. D'abord, c'est facile à dessiner, même avec un T et une équerre. Faire un parallélépipède, ça peut se faire. Alors que ça, avec un T et une équerre, c'est compliqué. Et ensuite, on sait les calculer. Alors même si les premières maisons, on les a calculées après, on a fait des maisons avant de savoir calculer des maisons, mais les architectes, bah, ils savent, ou les ingénieurs savent dire, bah, voilà, il faut mettre des murs de telle épaisseur, sinon la maison s'écroule. Ça, on sait faire le calcul. Ici, on sait aussi faire le calcul, mais c'est seulement depuis qu'on sait modéliser ce genre d'objet algorithmiquement. Et donc, on va peut-être vers un monde où toutes les maisons auront cette forme, parce qu'il n'y a aucune raison que les maisons soient des parallélépipèdes, sinon la facilité de calcul, qui n'est plus un problème aujourd'hui. Il y a des possibilités de démonstration sur ces objets. Donc, souvent, quand je fais cet exposé, je fais passer le mauvais message, c'est qu'il faut modéliser pour simuler. Et ce n'est pas uniquement ça. Modéliser, ça permet aussi de faire des démonstrations, de répondre à plus de questions. Et puis, ça peut aussi poser de nouvelles questions, bien sûr. Par exemple, en économie, trouver un optimum, quelle est la complexité? Il ne suffit pas de dire la loi du marché fait que l'économie arrive à un optimum par elle-même. Si calculer cet optimum demande un temps de calcul qui est une tour d'exponentielle, eh bien, tous les agents économiques ensemble, en mettant ensemble toutes leurs forces de calcul, ne vont pas y arriver. Et donc les économistes disent toujours, mais la supériorité du marché, c'est que c'est un ordinateur parallèle. C'est que chacun de nous peut faire un petit bout du calcul, mais si vous avez une tour d'exponentielle et que vous la divisez par n, ça reste une tour d'exponentielle. Donc, paralléliser un algorithme en n2, vous obtenez un algorithme en n, génial. Paralléliser un algorithme en n, vous obtenez un algorithme constant, génial. Paralléliser un algorithme exponentiel, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Il reste exponentiel. Voilà, et donc je vais terminer par la question que je posais au début, c'est qu'on connaît des algorithmes depuis 5000 ans, je ne sais pas, les scribes en Mésopotamie connaissaient des algorithmes pour faire des additions, des racines carrées, des choses comme ça. Et donc pourquoi est-ce que cette révolution a lieu aujourd'hui? Et donc le point sur lequel je voudrais conclure, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a la notion d'algorithme, mais ce qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant, c'est des langages dans lesquels décrire ces algorithmes. C'est-à-dire, si vous reprenez l'exemple de l'aéroport, eh bien, on a aujourd'hui des langages comme celui-ci qui permet de décrire un algorithme sous la forme d'un automate. Et la notion d'automate, la notion d'état et de transition, l'idée que ça c'était un langage pour décrire le monde, de la même manière, les langages de programmation qui permettent ici d'écrire les règles pour énumérer tous les états, de la même manière, les langages des règles de réécriture qui sont les mêmes finalement que les réactions chimiques qui sont les mêmes que les règles de grammaire, eh bien, ce sont des langages qui pour le coup sont récents. Autant la notion d'algorithme est ancienne, autant celle de programme est récente. Et donc c'est en ça que
la révolution qu'on vit avec la description algorithmique des phénomènes de la nature, c'est pas tant une révolution qu'on peut comparer à celle de Newton, où il y avait de nouvelles notions, que plutôt une révolution qu'on peut comparer à la révolution galiléenne, au sens où c'est d'abord une révolution du langage dans lequel on écrit la science, davantage qu'une évolution des concepts qu'on utilise pour décrire la science, puisque le concept d'algorithme est ancien. Ce qui est nouveau, c'est le langage qu'on utilise. Des questions. Alors, dans le micro, puisque c'est enregistré. Oui, tu dis que la révolution, aujourd'hui, elle est liée à l'apparition à la création, l'invention de langages qui permettent de décrire des algorithmes. Mais un professeur de SI serait dans la salle et il dirait que la révolution, c'est d'abord et avant tout une révolution technologique et des ordinateurs puissants qui permettent de calculer vite. Oui, il a raison. Donc, une question plus simple, c'est de dire pourquoi est-ce que Google marche? Donc, il y a une réponse qui est, c'est parce qu'on a un merveilleux algorithme qui s'appelle PageRank, qui permet d'assigner un rang, une note à chacune des pages. Donc ça, c'est une réponse possible. Il y a une autre réponse possible, c'est parce que Google a des millions d'ordinateurs et que ces millions d'ordinateurs lui permettent d'archiver les milliards de pages du web, c'est-à-dire d'avoir une copie sur leur machine, avec un S, de l'ensemble du web. Et donc on peut dire les deux. On peut dire c'est le fait que Google ait beaucoup de machines qui fait que Google Search fonctionne, et on peut dire c'est grâce au magnifique algorithme de PageRank que Google fonctionne. Alors lequel a raison? Eh bien, en fait, les deux. Parce que si vous avez PageRank mais pas de machine, c'est pas terrible. Si vous avez des machines et pas de PageRank, vous pouvez rien faire avec. Donc le fait qu'on sache calculer un bâtiment comme celui-ci, c'est lié au fait à la fois qu'on ait un langage pour décrire le bâtiment et aussi au fait qu'on a des machines pour faire les calculs pour faire les calculs qui sont décrits ou qui sont demandés par la description dans ce langage. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que l'informatique, ça soit la science des machines sans dire que c'est la science des langages. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la science des langages sans dire que c'est aussi la science des machines. Les deux concepts sont complètement à égalité dans la constitution de l'informatique. Oui, j'ai une autre question. Hier, on avait un conférencier qui nous a parlé de simulation de phénomènes dans le milieu médical, la pharmacodynamique, etc. etc. Et on voit bien aujourd'hui, avec ce que tu as expliqué, en quoi c'est aussi quelque part des algorithmes qui sont en jeu. Mais moi, je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'en biologie, aujourd'hui, il y a une approche de ce qui se passe au niveau plus moléculaire, cette fois, qui se traduit non plus par des équations différentielles, mais carrément par des choses qui sont très proches de ce qu'on fait en informatique, théorie du codage, langage, enfin bon. Et moi, j'étais resté dans l'idée que c'était quand même deux visions qui étaient assez différentes l'une de l'autre de ce qu'on peut faire en informatique pour avancer en biologie. Alors, est-ce que je m'étais trompé ? Je pense qu'il y a une grande diversité des révolutions qui ont lieu en biologie, et certaines d'entre elles sont liées à des révolutions en informatique. Donc, ce que j'ai fait, l'exemple que j'ai pris avec l'ARN et le codage des protéines, c'est un mini-exemple d'un phénomène beaucoup plus vaste, qui est que pour décrire les phénomènes qui ont lieu à l'intérieur d'une cellule, ou qui ont lieu à l'intérieur du système immunitaire, par exemple,
Et on s'aperçoit qu'on a besoin d'outils algorithmiques de description qui sont très sophistiqués. Et on utilise aujourd'hui en modélisation biologique les meilleurs langages qu'on a inventés pour décrire des algorithmes. En particulier, on n'est pas très très bon pour décrire des algorithmes parallèles et pour décrire des algorithmes distribués. Alors, on sait un peu le faire en informatique, mais on a quelques centaines de langages pour le faire, alors qu'on a quelques milliers de langages pour décrire des algorithmes séquentiels. Et c'est ces algorithmes, le pi-calcul, des choses comme ça, qu'on utilise aujourd'hui pour décrire les phénomènes dans la cellule. Après, il y a une autre révolution qui est la révolution des données en biologie, qui est aussi liée à l'informatique et qui est plus liée à la notion d'information que la notion de langage, qui est à la fois le fait qu'en recherche, on est capable d'utiliser une méthode que les médecins et les biologistes connaissaient déjà, qui est de faire des statistiques. On est capable de l'étendre à des échantillons beaucoup plus vastes et à des quantités de données beaucoup plus grandes. Donc on est capable aujourd'hui, par exemple, pour prévoir, pour fabriquer un médicament, d'essayer, genre je ne sais plus combien de milliards de configurations de la molécule, de la même molécule, des configurations spatiales stéréochimiques différentes, et de faire des simulations pour dire, voilà, c'est la numéro 800 724 492 qui est la plus efficace contre un virus. Voilà. Donc ça c'était des choses qui étaient impossibles avant et qui aujourd'hui le deviennent. Et puis, dans cette idée de données, il y a l'idée de prendre en compte les données du patient. Et donc, c'était une partie de l'exposé qu'on a écouté hier, où finalement, chaque patient est différent et a une réaction différente à un traitement. Et donc, au lieu d'administrer le même traitement à tout le monde, on est capable d'affiner le traitement. Mais c'est la même idée. Là, l'idée, c'est de disposer davantage de données sur les patients. Et puis, il y a d'autres évolutions qui sont plus liées à la notion de machine, comme par exemple le fait que quand on était enfant, enfin quand certains d'entre nous étaient enfants, il y avait une idée de science-fiction ou même dans des séries télé qui était de faire un homme qui soit à moitié biologique, à moitié électronique. Donc il y avait même un mot pour désigner ces personnes qui étaient des personnes bio-ioniques. Donc c'est un mot qui est un peu daté aujourd'hui. Mais en fait, en revanche, le concept n'est pas du tout daté puisque il suffit d'avoir un implant cochléaire et un pacemaker pour être quasiment bio-ionique. Enfin, il y a une grande partie d'un certain nombre de personnes qui est électronique. Et à l'intérieur de notre corps, il y a de plus en plus d'électronique. Et puis alors, à l'extérieur de notre corps, même si la frontière est compliquée à définir, il n'est pas évident de dire c'est un implant cochléaire et à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Voilà, donc ça c'est une autre évolution qui est aussi liée à l'informatique, mais il y a quand même une diversité, il n'y a pas une seule chose qui se passe en médecine et en biologie. D'autres questions ? Oui, je reviens au phénomène physique et au phénomène à hystérésis. Donc tout ce qui s'est passé avant va être codé, disons, dans des conditions initiales. Ça serait quelque chose comme ça ou... Alors, l'hystérésis est un phénomène qui ne fait pas du tout peur aux informaticiens. Ce qui fait plutôt peur aux informaticiens, c'est l'absence d'hystérésis. C'est-à-dire qu'un système physique puisse avoir la mémoire de choses qui se sont passées ou de données qui ont été calculées, qui ont été construites précédemment, est plutôt une chose à laquelle les informaticiens ont l'habitude. Ce qui fera plus peur à un informaticien, c'est qu'on lui dise, par exemple, s'il met un nombre en mémoire, au moment où il revient le lire, eh bien, l'état de la mémoire ne dépend pas de l'histoire de ce circuit, mais dépend juste de la température et de la pression. Donc ça, on n'arriverait pas à faire des ordinateurs si ça, c'était vrai. Donc, d'un certain point de vue, l'hystérésis, la mémoire, est plutôt la norme en informatique. Et c'est plutôt on est plutôt dérouté quand on a des systèmes qui n'arrivent pas à mémoriser, des systèmes qui détruisent de l'information. Et donc c'est un peu un renversement de point de vue sur les systèmes physiques qu'on aime bien décrire par leur état. Et bon, et là, leur état, il est tellement complexe qu'il
il est capable d'enregistrer une bonne partie du passé. C'est à l'inverse, par exemple, c'est la destruction d'informations, qui est une augmentation de l'entropie, qui ne peut pas se faire sans un dégagement de chaleur, qui est plutôt le problème. Il y a eu des physiciens et informaticiens qui ont essayé de faire des ordinateurs qui soient entièrement réversibles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de destruction d'informations du tout. Et leur idée, c'était qu'à terme, alors c'est un terme qui n'est pas arrivé, on arriverait à faire des ordinateurs qui, quand ils exécutent un programme entièrement réversible, ne dégagent pas de chaleur, ne transforment pas d'électricité en chaleur. Donc c'est des ordinateurs qui pourraient fonctionner sans électricité et sans dégager de chaleur, puisque l'électricité des ordinateurs, elle termine toujours en chaleur, quoi qu'il arrive. Donc, bon, c'est des travaux en physique théorique et en informatique théorique qui sont assez intéressants, même si pour le moment, on a plutôt l'habitude de brancher nos ordinateurs et d'essayer de les refroidir, quoi. Oui, alors moi je voulais revenir sur quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu as dit et dans ce que Barbolsi avait dit hier aussi, c'est la difficulté de communication entre les mondes et entre les différentes formations et les gens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui empêche la compréhension de la part des personnes qui rédigent le code de l'aviation civile, c'est simplement la non-connaissance totale de preuves ou de preuves formalisées sous forme d'automates, etc., etc. Et pareil hier avec le milieu des médecins et qui lisait pas une équation, quoi. Et donc voilà. Et ma question, c'est pas vraiment une question. C'est, enfin, est-ce que dans ta connaissance de la diffusion de la notion d'algorithme, d'automate, de théorie des langages, dans ta connaissance de cette diffusion dans des pays autres que la France, influe sur la manière de penser du monde scientifique, mais non pas du monde scientifique des informaticiens, mais je veux dire des autres, quoi. Je veux dire voilà. Est-ce que tu as une expérience à nous relater sur ce point? Bon, j'ai pas d'expérience concrète. C'est-à-dire, on peut pas dire qu'il y ait de pays où l'informatique soit suffisamment enseignée encore pour que la culture commune ait intégré des notions sur les langages, sur les algorithmes, sur l'information, sur les machines, qui fassent que quand on parle à quelqu'un dans la rue, on n'ait pas cet obstacle de tomber statistiquement sur quelqu'un qui a une connaissance limitée de ces questions, ce qui crée des incompréhensions. Même dans les pays, et ils sont nombreux, où on enseigne beaucoup plus d'informatique qu'en France, il y a toujours une marge de progression. Disons, quand on se réunit à un niveau un peu haut que la France pour discuter de ces questions, on s'aperçoit qu'aux Pays-Bas, par exemple, où il y a l'informatique qui est enseignée au lycée depuis longtemps, il reste encore un grand nombre de lycéens qui ne sont pas passés par ces cursus d'informatique. Donc, en discutant avec des ingénieurs, j'ai pas d'expérience où je me suis dit, voilà, là on voit que tout le monde a un peu une culture informatique développée, et même dans des pays qui enseignent l'informatique plus que nous. Donc, d'un certain point de vue, même si on est en retard, personne n'est encore arrivé au point optimal, et donc on a aussi une chance de rattraper un peu ce retard, et rien n'est... C'est pas foutu, quoi. Ce qui est plutôt un message d'espoir. D'autres questions? Oui, en fait, j'aurais voulu demander, parce que dans l'utilisation des algorithmes, en fait, les problèmes que vous énoncez, vous les discrétisez, c'est plutôt une confrontation entre le continu et le discret, non? Parce que, et en soi, ce que l'on cherche à faire, c'est souvent les phénomènes continus, on les discrétise pour les calculer. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est quand on a un phénomène discret, de le rendre continu, où là, on utilise des artifices que moi je mettrais algébriques, mais où c'est en général des problèmes qui sont insolvables. Oui, alors... il est vrai que quand j'ai abordé l'exemple de l'ARN et de la protéine, et que j'ai dit, on ne voit pas d'équation différentielle qui relie l'ARN et la protéine, il y a une bonne raison pour laquelle on ne voit pas d'équation différentielle, c'est qu'on ne voit même pas de nombre réel.
Donc on ne voit pas de fonction des réels dans les réels. Donc on a des fonctions qui sont d'une structure discrète, qui sont des mots, vers une autre structure discrète, qui sont des mots. Et donc on ne voit pas... c'est vraiment le caractère discret des objets qu'on manipule qui semble faire que les équations différentielles ne sont pas le bon langage pour décrire le phénomène. Alors cela dit, le message que j'ai essayé quand même de faire passer, c'est de ne pas se limiter à une vision du monde où il y aurait deux types de phénomènes, des phénomènes discrets qu'on peut décrire avec des algorithmes, des phénomènes continus qu'on peut décrire avec des équations différentielles. Donc ça serait vraiment abandonner le monothéisme et dire, voilà, il y a des phénomènes discrets, il y a des phénomènes continus, il faut vivre avec. Ou pire, il y a des phénomènes, on peut au choix les décrire avec des outils discrets ou avec des outils continus, et les deux langages sont incompatibles. Donc j'ai justement essayé de montrer qu'il y avait des ponts entre les deux, et en particulier la notion d'algorithme qui, dans notre intuition, est très liée aux structures discrètes, parce que historiquement, on a fait des algorithmes sur des arbres, des tableaux, des entiers, des objets discrets. Eh bien, il y a aussi une notion d'algorithme sur les nombres réels. Donc, et essentiellement, ça se ramène un peu à la discrétisation, mais la discrétisation à pas infiniment petit. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment la discrétisation, c'est-à-dire une fonction des réels dans les réels. Elle est, par exemple, la fonction x au carré. Elle est calculable parce qu'il existe un processus, une fonction des rationnels dans les rationnels, qui, si on lui donne des approximations de plus en plus précises d'un nombre réel x, va donner des approximations de plus en plus précises du réel x au carré. Et donc cet algorithme sur les rationnels décrit un algorithme sur les réels avec la condition qu'il faut aussi que l'approximation soit bornée, c'est-à-dire c'est plus le fait une fonction d'un intervalle vers un intervalle qu'une fonction d'un rationnel vers un rationnel. Et donc cette notion d'algorithme, elle existe aussi dans le monde continu, et c'est justement parce qu'elle existe qu'on peut se poser des questions du type « est-ce que les solutions des équations différentielles sont calculables ou non ?» Et donc, même si, par ailleurs, je m'intéresse à des formalisations de la physique où il n'y aurait pas de continu, par exemple, où tout serait discret, et le pas de discrétisation, il serait de l'ordre de la longueur de Planck, donc c'est 10 puissance moins 35 ou 43, enfin bon, un nombre horriblement petit. Je crois que cette question algorithmique, non algorithmique, elle dépasse la question continu discret. Elle va un peu au-delà. Bon, bien sûr, la question continu discret est là, mais la question algorithmique, non algorithmique, elle la dépasse un peu, elle essaye un peu d'aller au-delà de cette opposition. Cela dit, cette opposition, on ne sait pas très bien la définir. Je veux dire, on utilise tous le mot continu et discret comme si on savait ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce qu'une structure continue, qu'est-ce qu'une structure discrète Enfin, la topologie discrète, on s'est donné une définition. Il y a pas, et d'ailleurs, il y a des structures continues sur lesquelles on peut mettre des topologies discrètes. Cette opposition continue-discrète, elle-même, elle mérite d'être interrogée. On ne peut pas tout le temps croire qu'on sait ce que ça veut dire continu et discret. On sait à peu près, mais il y a une vraie question. En fait, moi, je me demandais, justement, parfois, est-ce que de passer des équations différentielles aux algorithmes, c'est pas simplement parce que les équations différentielles deviennent trop compliquées. Parce que, par exemple, dans l'exemple de la cellule avec le décollage de l'ARN, on pourrait imaginer au niveau vraiment des nuages électroniques et tout ça, d'écrire des équations différentielles, des équations de Schrödinger, tout ça, pour décrire ce phénomène. Mais c'est juste que ce serait horriblement compliqué. Oui. Et est-ce que c'est pas justement une façon de dire, bon, ça devient trop difficile, c'est des objets, contrairement à la bille qui tombe, qui est extrêmement facile. Après, oui. Quand on s'intéresse... C'est pareil pour le musée à Bilbao aussi. Oui, oui. Le fait de décrire une chose par un algorithme est une chose. Le fait d'exécuter cet algorithme en est une autre. Et effectivement, quand on résout les équations de ce musée, enfin qui calculent la pression,
en chacun des points pour voir si elle ne dépasse pas une certaine valeur qui ferait que le bâtiment s'effondrerait. On est dans un cadre où, contrairement à la résolution à la main de l'équation différentielle, on n'a pas d'explication. Et si je vous dis pourquoi est-ce que ici la pression est de 8 mégapascales, vous ne savez pas dire c'est de 8 mégapascales parce que. Vous savez que c'est le cas, parce que c'est le résultat du calcul, vous ne savez pas l'expliquer. Et donc ça, c'est une différence entre des démonstrations mathématiques de petite taille et des démonstrations mathématiques de grande taille. Quand vous avez une démonstration mathématique qui est, par exemple, fait une étude de cas, où vous faites plusieurs milliers de cas, puis avec un ordinateur, c'est assez facile de les faire, ou comme la récente démonstration du théorème de Hales, la conjecture de Kepler, où il y a une centaine, le nombre de lemmes se compte en centaines de millions, c'est compliqué après de dire la raison pour laquelle le théorème est vrai. En 2 mots, c'est que. En gros, vous n'avez pas d'idée, quoi. Vous savez que le théorème est vrai, mais vous ne savez pas pourquoi. Et donc ça, c'est effectivement une rupture assez importante dans ce qu'on appelle une démonstration, où traditionnellement, on considérait que la démonstration devait dire que la chose était vraie, mais aussi dire pourquoi elle était vraie. Et maintenant, on a des démonstrations qui nous disent que la chose est vraie, que la proposition est vraie, mais qui ne nous disent pas pourquoi. Et ça c'est un changement du statut de la notion de démonstration qui est assez important. Avant, on disait que c'est des démonstrations pas belles, si elles ne disent pas pourquoi. Parfois, on disait que ce n'est même pas des vraies démonstrations. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dire que et dire pourquoi, c'est vraiment 2 choses différentes. Bon, je crois qu'on pourrait discuter encore longtemps, qu'il va falloir arrêter. Merci Gilles.